gros coup d'œil sur la société civile à cette 7e édition de Sans Détour. Mamadou Mbodj est notre invité. Mamadou Mbodj, vous êtes coordonnateur du Forum Civil, une section de Transparency International. Vous travaillez avec des acteurs, en tout cas vous travaillez avec des acteurs qui, effectivement, sont initiés à la vertu pour développer une certaine forme de gouvernance, si je peux dire. Nous allons également, pour vous interroger, Dambabou, que vous connaissez très bien, il est journaliste, directeur à New York de la radio African Time, qui cible à peu près la diaspora sénégalaise. Keïti est également un autre élément de la société civile, si je puis dire. Keïti, que tout le monde connaît avec Rouma, qui animent le journal Rappé, qui commence d'ailleurs à faire tache d'huile un peu partout en Afrique. Et lui aussi, il a déjà tourné dans un grand documentaire qu'on appelle Dakar Underground. Merci. Et Mokhtar Ba. Mokhtar Ba est président de la Perle. La Perle, c'est la plateforme de l'environnement pour la réappropriation du littoral, qui est née de la riposte citoyenne contre la construction de l'ambassade de Turquie sur le littoral. Bonjour Mokhtar. Et pour vous interroger, évidemment, donc, nous avons un mélange de journalistes et d'éléments de la société civile. C'est pourquoi je disais en introduction, effectivement, qu'il y a cette 7e édition et surtout fait un gros coup d'œil sur la société civile. On va donc démarrer cette première partie avec Dambabou, qui va vous interroger sur les questions d'actualité brûlantes. Voilà. Mamadou, moi je commence par la question de l'organisation du débat sur le référendum. Il me semble que toutes les émissions que j'ai écoutées, toutes les contributions que j'ai lues, je ne vois presque personne parler des 15 points qui sont proposés à propos de la réforme, à part 2 points qui ne figurent même pas sur les points que j'ai lus moi, c'est l'homosexualité ou la laïcité, je ne sais pas, avec des qualifications. Est-ce que vous avez le sentiment que les Sénégalais qui écoutent les leaders entendent vraiment un débat à la place de l'invective? Il y a, dans la démarche, il y a un déficit de méthodologie dans la conduite des transformations. C'est la première critique. Et cette question s'adresse aux initiateurs du référendum. Ce n'est pas un référendum, c'était parti pour une transformation de ce qu'on appelle la superstructure. C'est tout ce qui relève de la gouvernance politique et institutionnelle, les institutions, l'Assemblée, tout ce qui gère le Sénégal. Le président Macky Sall avait, si vous vous rappelez, le pays s'était focalisé depuis 2008 sur le besoin de transformation du système de gouvernance politique et institutionnelle. Plusieurs raisons à cela. Aujourd'hui même, le conseil juridique du président de la République, le professeur Ismaïla Madior, dans un de ses ouvrages, parlait de révision déconsolidante. Il en citait 16 sous Wade. Une récurrence qui désacralisait un peu la charte fondamentale, qu'il avait critiquée, que tout le monde avait accepté comme critique. Il y a eu ensuite, au-delà de l'énoncé des normes juridiques ou de leur manipulation, l'instrumentalisation par les pratiques politiques des institutions pour les affaiblir davantage. Si vous vous rappelez, ça a commencé depuis 5 ans, quand il a mis l'article 35 pour placer Abdou Diouf comme Premier ministre, et ensuite pour se faire remplacer par Abdou Diouf en 80, sans qu'il y ait élection, ni référendum, ni rien du tout. C'était un acte historiquement grave. Mais on l'a salué à l'époque. Peut-être la conscience citoyenne n'était pas arrivée à ce niveau que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, Abdou Diouf est resté, il a réorganisé son parti, le Parti socialiste, débaronisé, comme on disait à l'époque, et balisé le chemin pour un dauphin, probablement. Il est resté 20 ans, presque comme Senghor. Quand probablement on l'a soupçonné de vouloir rééditer le coup de Senghor, le peuple s'est insurgé. C'est la première alternance politique en 2000 pour s'opposer à cette forme de transmission non démocratique du pouvoir. Abdoulaye Wade est arrivé dans ces conditions. Son premier test, c'est l'hymne de l'Afrique contre l'hymne national. Dans sa cérémonie d'investiture, ça avait sonné
avertissait les gens qu'on rentre dans une nouvelle ère de turbulence sur le respect des principes constitutionnels qui gouvernent le pays. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'on est arrivé justement à ce niveau de dépréciation de l'image des institutions, à tel point que ce débat aujourd'hui, on n'entend presque personne évoquer le Conseil constitutionnel. On a l'impression que c'est le président et que c'est certainement lui qui a dû donner les ordres et que le Conseil n'a fait qu'appliquer sa volonté. Vous n'en avez pas l'impression? C'est pourquoi j'ai fait un long détour pour rappeler qu'il y a une récurrence, il y a une permanence de la crise des institutions et du politique au Sénégal depuis 5 ans. De manipulation, et que le système qui était là, si on a le temps, je peux peut-être l'aborder, il n'était pas conçu pour le Sénégal, il était conçu pour remplacer les colonisateurs. Donc l'endogénisation du système, on ne l'a jamais connu. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, trouve son sens dans cette tendance lourde, structurelle de notre gouvernance publique. On peut le repérer quand Wade est arrivé, je continue sur ces 2 éléments. Il a créé le CRAES, il a chassé le président du CRAES en disant « remettez-moi ce que je vous avais donné ». Il a agi de la même sorte en violant la loi. CRAES, c'était le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Ouais. C'était le président Baye-Jacques Diop. Il a réédité cet exploit avec l'ancien président de la Commission électorale nationale autonome, Moustapha Touré, dont le mandat n'était pas arrivé à terme, qu'il a fait chasser par la force et par une violence inouïe. 2001, aux législatives, il met l'acronyme de son parti, le Conseil constitutionnel dit non. Il s'oppose à ça et démarche le président du Conseil pour le mettre dans le gouvernement, pour le faire partir 2 ans après, Youssou Ndiaye. Donc, c'est bon de revenir pour réveiller la mémoire des Sénégalais sur cette tendance des politiques à s'approprier personnellement, à asseoir une gestion néo-patrimoniale des institutions, comme si c'était fait pour eux. Donc, le débat aujourd'hui, ça montre que cette profondeur de la crise politique institutionnelle a culminé en 2008 par l'organisation des assises nationales. Oui, mais monsieur, est-ce que vous avez l'impression, comme dit des dames, que les Sénégalais nagent un peu dans le flou, ils sont en face d'une kyrielle de mesures auxquelles ils ne comprennent pas grand-chose, et peut-être qu'ils auraient peut-être tendance à se focaliser sur 2 aspects dont Dame a parlé, l'homosexualité et probablement les questions religieuses. Ça, c'est une manipulation. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, vraiment, ils nagent pas dans le flou, au fond? C'est une manipulation. De qui? D'une mauvaise gestion de la méthode de gouvernance des changements et des réformes. Mais qui manipule qui, là? Mais il y a une partie des partis politiques qui ont glissé cet élément parce qu'en face, on a mal communiqué sur le contenu. Mais par contre, moi je vous dis, au-delà de cette manipulation, de ces jeux d'acteurs, il y a une demande incompressible, forte au niveau de la population, de changer de système de gouvernance. C'est ça. Et maintenant, quand le président Macky Sall est venu, 2008, c'est des citoyens dans les assises nationales qui se sont agrégés pour mettre fin à ce qu'ils ont vécu avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade s'y est opposé. Macky est venu signer en 2011, il a gagné les élections et promis de transformer le pays. Mais entre les 2 tours, il a compliqué sa démarche en promettant de réduire son mandat de 2 ans. Donc, dans la prise en charge de cette demande, on a, dans la confusion, additionné la demande incompressible de la société de changer le système de gouvernance et l'offre de Macky Sall, sous la pression de certains acteurs, de diminuer son mandat. À partir de ce moment, l'ordre des priorités s'inverse dans la perception des gens. Et cette inversion a conduit à mettre la réduction du mandat au-delà de son apport sur la crise du système politique institutionnel du Sénégal. Et on a confondu réduction du mandat et réforme institutionnelle. Mais il se trouve d'ailleurs, avant de laisser Mokhtar et Keïti peut-être compléter pour ce segment, beaucoup de gens semblent nous dire aujourd'hui que c'est à cause de cette promesse que Macky Sall a été élu. Et beaucoup d'observateurs savaient à l'époque qu'avec engagement, Macky Sall allait être élu face à Abdoulaye Wade dès qu'ils sont allés au 2e tour. Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de faire dans la manip? Disons qu'au Sénégal, en général, jusqu'à plus ample informé, j'étais avec un économiste, docteur d'État, qui travaille sur un livre sur le comportement des Sénégalais en période électorale. C'est surprenant que ce soit un économiste qui fasse ce travail de recherche.
les Sénégalais votent plus par posture de protestation et de rejet que par adhésion. Le sort de Wade était scellé depuis le 23 juin. Absolument. L'adhésion au vote était réglée. Je ne crois pas. Maintenant, on peut enfermer le président Macky Sall dans sa promesse pour mieux alourdir le dossier en disant c'est pourquoi on a voté. Mais bien malin sera celui qui en apportera les preuves. Parce que pour documenter cette question, ce sera presque impossible. Mais ce qu'on peut prendre, dès juin 2011, le sort de Wade était scellé. Le 23 est issu de ça. La grande plateforme qui va faire partir Abdoulaye Wade est issue de cela. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Pour faire partir Diouf, c'était un vote de contestation et de protestation. Comme on dit, le Sénégalais n'adhère pas, ne choisit pas, mais manifeste sa colère, en général. Oui. Des fois même, ils ont un candidat de sympathie. Mais ils se disent, il n'a pas beaucoup de chances de passer, on va faire le vote utile. C'est ce qui a le plus fonctionné. Il ne reste pas beaucoup de temps sur ces chapitres. Dame, tu voudras aborder les autres questions de l'actualité? Justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais que ça appartient à l'autre segment sur la société civile, mais on a l'impression que l'argumentaire partisan est pris par tout le monde à son compte. Ce n'est plus peut-être les éclaireurs, certains qui se prenaient pour des indépendants, non partisans. On a l'impression qu'on est en face d'un camp uni. Il y a des indépendants toujours, je le crois. Bon, ça dépend où on pose son regard et c'est quoi la société civile. Il y a une acception globale au niveau mondial dans la recherche qui vous dira que la société civile, c'est Ketty, c'est Martar, c'est vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les initiatives individuelles et collectives portées par des citoyens hors du champ de l'État, ça sans contrôle de l'État, du secteur privé, de la famille, certains y ajoutent la religion. Donc, si vous appliquez cette définition, vous verrez que les 12 millions ou 13 millions de Sénégalais sont membres de la société civile. Les partis politiques qui n'assument pas de mandat public, qui n'ont pas de conseillers municipaux, de députés à l'Assemblée, de ministres dans le gouvernement, font partie de la société civile, contrairement à ce qu'on pense. Donc, on ne peut pas exclure le musicien qui prend son studio, qui élabore sa musique d'abord, qui pose un texte contestataire, un discours, un message adressé à la société, il fait partie de la société civile. Tant qu'il n'a pas de mandat public. Tant que vous n'avez pas de mandat de représentation politique ou mandat public, je dis, vous êtes parti. La société politique, c'est tous ceux qui sont porteurs d'un mandat public. Ce n'est pas les partis politiques. C'est l'État dans ses différentes distributions. Conseiller municipal, député, sénateur demain, le ministre du gouvernement, le président de la République. Donc, la société civile, ce n'est pas des organisations. On va y revenir tout à l'heure, M. C'est un espace.